C'est parti pour le grand débrief de Smartech. Aujourd'hui, autour de la table, le délégué général du SIGREF, Henri Dagrin. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Porte-parole, je le rappelle, de l'association qui rassemble les grands directeurs de systèmes d'information des plus grandes entreprises et entités publiques en France. Avec vous aujourd'hui, le fondateur du cabinet Soris Avocat, Louis Soris. Bonjour. Bonjour Delphine. Avocat spécialiste en droit des affaires dans la tech. Vous naviguez entre la France et les États-Unis, si j'ai bien compris. Exactement. Ça nous intéresse tout particulièrement, ça, aujourd'hui. Et puis, le vice-président de Forrester. Bonjour Thomas Husson, analyste principal au sein du cabinet d'études et de conseil. Bonjour, bienvenue. Bonjour Delphine. Alors, on va confronter nos points de vue sur la nomination d'Elon Musk par Donald Trump. C'est pour ça que votre regard américain nous intéressera particulièrement. On va aussi parler des lunettes de réalité augmentée pour les livreurs. C'est un projet du côté de Amazon. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce qu'il y a un intérêt? Ou est-ce qu'on tombe dans la surveillance? On débattra de ça. Mais avant, je vous propose qu'on commence par commenter l'introduction en bourse dans l'IA française. Une introduction annoncée par Lighton. Projet de lancement sur Euronext Grosse Paris. Ce serait la première société européenne cotée, spécialisée en IA générative. Donc on est très heureux d'être connecté avec vous. Laurent Daudet, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes le cofondateur de Lighton. Alors pourquoi déjà cette décision de lancement en bourse? Pourquoi maintenant? Alors, pour Lighton, c'est un moment d'accélération. C'est un moment d'accélération parce qu'on a un produit qui transforme dès aujourd'hui la vie des entreprises. On a un marché qui est absolument colossal. Le marché de l'IA générative est estimé par Bloomberg à 1 300 milliards de dollars à l'échéance 2032. Et pour nous, on est dans cette phase d'accélération et on a besoin de lever des capitaux pour notamment renforcer nos équipes commerciales et s'étendre à l'international. Rappelez quand même ce que vous proposez avec Lighton. Où est-ce que vous vous situez d'ailleurs dans les gammes de services autour de ce qu'on appelle l'IA générative? Oui, tout à fait. Donc, à Lighton, nous, on est vraiment spécialisé dans l'IA générative pour les entreprises, vraiment ce côté B2B. Et on va construire notre plateforme Paradigme qui propose toutes les couches logicielles au-dessus des LLM, autour des LLM, pour que les entreprises, nos clients, puissent utiliser ces IA génératives dans une multiplicité de cas d'usage. Ça peut être des cas d'usage en juste utilisé comme un chatbot normal ou ce qu'on installe beaucoup en ce moment, c'est des systèmes de dialogue avec des corpus documentaires. C'est ce qu'on appelle les systèmes RAG, Retrieval Augmented Generation, où on va hybrider l'IA générative avec des moteurs de recherche internes. Et ça va transformer la vie des gens. Par exemple, pour des services de relations clients, pour des services de R&D, enfin, dans des cas d'usage très concrets, on va répondre aux besoins des entreprises en IA générative pour faire gagner du temps, tout simplement. Vous avez construit des modèles de langage. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement quand on décide de se lancer comme ça dans l'IA générative? Parce qu'au départ, Lighton, c'était surtout d'abord du calcul. Vous avez pris ce virage de l'IA générative. Qu'est-ce que ça représente comme investissement? Et effectivement, nous, depuis 2020, quand on a vu arriver l'IA générative avec GPT-3, on s'est entièrement consacré sur ces technologies-là, mais on a un background sur le calcul. Et le calcul, c'est vraiment le nerf de la guerre sur l'IA générative, mais plutôt quand on veut créer des modèles. Et alors, nous, en ce moment, on s'appuie sur des modèles qui sont open source, des modèles qui sont disponibles de différents fournisseurs pour proposer des moteurs de LLM qui soient les plus efficaces possibles, tout en ne requérant pas des puissances de calcul trop phénoménales à l'inférence. Bon, j'ai pas eu de chiffres, mais en fait, ma question est la question un peu récurrente en ce moment quand je parle d'IA, c'est est-ce qu'on peut encore avoir des champions dans l'IA sans engloutir des centaines de milliards de dollars, en fait, comme Oui. les grands hyperscalers qu'on connaît? Tout à fait. Euh, Ce qui coûte vraiment des centaines de milliards de dollars, c'est c'est quand on veut déployer et construire des énormes modèles qui sont très généralistes. Nous, on va se spécialiser plutôt sur des modèles qui sont un peu plus petits, qui sont spécialisés sur des cas d'usage. Et ça coûte vraiment beaucoup moins cher à construire, hein. Et ça, on va le faire en collaboration avec nos clients. Henri, un commentaire, peut-être une question pour Laurent? Alors,
Peut-être deux commentaires et une question. Ça fait Oui, non, mais ça va être très rapide. D'abord, c'est tout à fait intéressant parce que au CIRF, nous avons pas mal travaillé sur ces sujets-là et il s'avère effectivement que les plus petits modèles spécialisés sont beaucoup plus efficaces dans des tâches professionnelles bien particulières que des très grands modèles. Et donc, c'est une recommandation que nous avons pu formuler. Intéressez-vous à des modèles bien spécialisés, bien entraînés, bien ragués sur les propres documents qu'utilise l'entreprise. Donc ça, c'est tout à fait intéressant et c'est un sujet tout à fait positif concernant effectivement l'avenir de Lighton. Maintenant, ça pose deux sujets qui sont peut-être importants à regarder. C'est d'abord la dépendance effectivement à des modèles, des grands modèles comme l'AMA 3 qui sont développés et opérés essentiellement par Meta. Donc là, il y a peut-être un risque de dépendance technologique vis-à-vis de Meta. C'est à vous, effectivement, c'est une des premières questions qui se posent. Puis la deuxième, si j'ai bien compris, c'est que dans votre tour de table, là aussi, il y a une dépendance financière à Huawei qui a pris une grosse partie du capital de votre société, ce qui peut également poser d'autres difficultés en termes de dépendance financière vis-à-vis d'un acteur chinois qui, aujourd'hui, n'est pas forcément en odeur de sainteté dans nos États démocratiques. Alors, je peux répondre par rapport à ces deux questions. Tout d'abord, le premier sur la dépendance technologique. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs qui développent de l'open source, pas juste Meta. Les modèles Llama sont très bons, mais il y en a d'autres. Les modèles Falcon qu'on connaît très bien. Il y a des modèles chinois, des modèles américains, des modèles européens, avec les modèles de Mistral, par exemple. Donc, il y a maintenant une diversité de modèles open source et nous, on va aller piocher ce qui est de meilleur dans la technologie. Pour répondre sur Huawei, Huawei était venu à notre capitale quand on a levé en amorçage en 2018 et qu'on faisait du hardware. Et maintenant, ce n'est plus qu'un investisseur financier chez nous, qui va d'ailleurs être dilué dans cette opération de levée de fonds. Oui. C'est un des objectifs de l'IPO ? Oui, entre autres. Louis, ou qui veut commencer ? Merci de me donner la parole là-dessus. Moi, je trouve que ce qui est remarquable dans l'annonce qui a été faite, c'est qu'on change de paradigme, puisque des sociétés comme la vôtre, Laurent, d'habitude, pour se financer, faisaient appel au private equity et à des fonds d'investissement, et donc du coup aux investisseurs privés qui investissent dans des sociétés. Là où c'est nouveau, où l'annonce est très intéressante, en tout cas de mon point de vue, qui est un expert du financement des entreprises, c'est effectivement de voir que vous vous orientez vers la bourse pour vous financer. Et ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça courageux aussi, puisque chacun le sait peut-être, ou ceux qui ne le savent pas doivent savoir qu'il y a des exigences réglementaires qui sont plus importantes, de la transparence qui doit être faite, des gouvernances qui doivent être mises en place. Et ça, je trouve que c'est très courageux. Et peut-être que, Laurent, vous pouvez nous en dire plus sur la raison pour laquelle vous avez décidé de choisir ce modèle de financement qui est assez rare, puisque aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main les sociétés qui ont décidé de se lancer cette année sur Euronext Growth. Oui, il y a plusieurs raisons qui nous ont fait choisir. Après les levées de fonds, l'IPO, pourquoi alors ? Oui, il y a plusieurs raisons qui nous ont fait choisir cette voie de financement. Tout d'abord, le fait de pouvoir rester souverain, rester s'accrocher en Europe, aller chercher des capitaux européens principalement, et ça nous tient vraiment à cœur. On le voit d'ailleurs dans la géopolitique, vous l'avez mentionné en introduction de cette émission, il y a besoin de créer des champions européens, et on pense que maintenant les marchés ont été éduqués grâce à ChatGPT. Et tout le travail d'OpenAI, qui a fait connaître cette IA générative, qui a été précurseur dans le domaine. Les marchés ont été éduqués à cette technologie et les entreprises voient qu'il y a maintenant un vrai besoin. Donc voilà, la raison principale, c'est ça, c'est de se dire qu'on peut aller créer des champions européens en allant chercher des capitaux européens, mais il faut aller le chercher sur la place la plus large possible. Et pour ça, il n'y a rien de plus large que les marchés publics. Et pour un lancement à l'international, prendre de l'envergure, j'imagine, à l'international, c'est incontournable. Thomas ?
Oui, c'est une bonne nouvelle de voir un acteur français avec une approche pragmatique, parce que c'est vrai que nous, on voit chez Forrester qu'on va vers une IA plus pragmatique, au sens où on va vers de la fonction, on va vers des modèles spécifiques qui sont moins gourmands, et je crois que c'est une des spécialités justement de Lighton, si je ne dis pas de bêtises, et c'est très important parce qu'il faut passer du POC à la production. On a vu, il y a des tas et des tas de cas d'usage sur l'IA générative. Maintenant, les entreprises qui vont se différencier sont celles qui sont un peu plus matures dans leur capacité à passer à l'échelle. Donc moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle et ça fait plaisir de voir un acteur français qui est reconnu dans ce domaine. Bon, et cette première cotation de Lighton, donc c'est pour le 26 novembre. On vous souhaite le meilleur, bien évidemment, Laurent Daudet. Comment vous voyez la suite sur l'IA générative ? Alors, l'IA générative est en train d'évoluer déjà d'un point de vue technique. Hein. C'est vrai que maintenant, on est en train de travailler à la prochaine génération d'IA générative c'est ce qu'on appelle les agents, qui permettent d'automatiser des workflows plus complexes. Et ça va rentrer progressivement dans nos produits à partir de l'an prochain. Et puis, ce qui a été dit, effectivement, on voit que les 2 prochaines années, ça va être les années où il va y avoir des vrais passages en production après les phases de POC. Et ça va être assez crucial, effectivement, pour l'adoption. Merci encore, Laurent Daudet, d'avoir été avec nous dans le grand débrief de Smart Tech. On vous libère. On continue, nous, à débattre en plateau d'autres sujets. Il y a évidemment cette actualité qui est la nomination d'Elon Musk. On ne pouvait pas passer à côté par Donald Trump, nouveau président des États-Unis, qui nous dit que il est ravi d'annoncer que le grand Elon Musk, en conjonction avec son patriote américain Vivek Ramaswamy, je vais y arriver, dirigera le département de l'efficacité gouvernementale. C'est ce qu'a écrit Donald Trump sur son propre réseau social, d'ailleurs, Truth Social. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? C'est pas vraiment une surprise, mais enfin, c'est une confirmation qui est importante. Henri. D'abord, c'est un libertarien, ou quelqu'un qui a fait un virage libertarien relativement récent, parce qu'il y a encore quelques années, il était plutôt un soutien des démocrates. Donc, il a pris ce virage libertarien il y a peut-être 1-2 ans, quelques mois. Et donc, ça va être déjà une source de tension au sein de l'administration Trump, où, par exemple, un libertarien, les frontières, c'est quelque chose qui relève de l'État, donc qui devrait être supprimé. Bon, manifestement, ça ne va pas être le cas, donc il va peut-être y avoir quelques sujets de friction au sein de cette administration. Ensuite, il y a quand même une situation de conflit d'intérêts qui va certainement apparaître, ou qui apparaît déjà. C'est une part substantielle du financement des activités de Donald Trump. Ce sont des administrations fédérales, c'est la NASA, notamment à travers SpaceX. Et donc là, il va y avoir quand même des activités intéressantes à observer qui pourront être par ailleurs étonnantes. Et puis enfin, peut-être que la place de l'Europe dans cette affaire, il va falloir quand même s'interroger. Tout le monde s'interroge. J'étais hier au Collège de France pour assister à une table ronde entre Mario Draghi sur son rapport sur la compétitivité de l'Europe, sur le futur de la compétitivité de l'Europe, avec Emmanuel Macron. On sent au moins que la prise de conscience de l'intérêt pour l'Union européenne de rester unie et d'accélérer sur sa capacité à desserrer les dépendances technologiques que l'Europe a consenties depuis une trentaine d'années. Elle est là. Maintenant, comment faire ? C'est là où, effectivement, il peut y avoir une certaine accélération grâce justement à Elon Musk. Et c'est ce que pensent certains observateurs, c'est que Elon Musk pourrait servir l'Europe sur ce sujet. Avec quand même... Alors le servir parce qu'on va s'inquiéter des décisions qui peuvent être prises, ou parce que aussi ça montre que un champion finalement de la tech, du numérique peut avoir autant d'importance, donc que ça devient hyper stratégique. Plutôt parce que l'Europe va être mise en tension par les États-Unis pour déréguler notamment les activités des big tech en Europe. Et il va y avoir des pressions extrêmement sévères. Ça a déjà été le cas. J'avais lu une note diplomatique qui avait été envoyée par Anthony Blinken à Ursula von der Leyen. C'était sur le sujet des schémas de certification de sécurité des services cloud, où Anthony Blinken disait, mais de manière très claire,
à Ursula von der Leyen, si vous adoptez dans ce schéma de certification des critères d'immunité aux législations non européennes, à portée extraterritoriale, notamment américaine, si vous adoptez ce schéma de certification en l'état, ça ne sera pas sans conséquence sur les relations sécuritaires et économiques entre les États-Unis et l'Europe. Menace à peine voilée dans une note diplomatique. Donc ça, je pense que ça va encore monter d'un cran avec l'administration Trump et sous l'influence de Elon Musk. Est-ce que des États-Unis, Louis, vous avez l'impression que cette annonce est aussi importante qu'on le perçoit, nous, de l'autre côté de l'Atlantique? Écoutez, il va falloir déjà voir combien de temps ça dure tout cela, parce que effectivement, Elon Musk est un entrepreneur, il rentre dans le jeu politique, qui est un jeu complètement différent de celui de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il va nager comme un poisson dans l'eau dans cet environnement politique, pas sûr, parce qu'on connaît aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en politique et qui après cette expérience, l'ont beaucoup regretté. Donc voyons ce que ça donne. Rien que l'élection américaine, par exemple, il y a quelques jours, lui ont permis de valoriser ses titres à quelques vingtaines de milliards supplémentaires. Donc déjà, c'est un pari gagnant pour lui. Maintenant, alors, on va voir d'un point de vue purement opérationnel ce que ça donne sur le long terme. Ça gêne pas trop, j'imagine, les Américains qui est... Non, je pense bénéfice économique autour de décisions politiques. Ça les gêne pas trop. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de pudeur que nous là-dessus. Pareil sur les conflits d'intérêts, ils le font de manière en grande pompe et en grande communication. D'ailleurs, ils sont très fiers de présenter cela comme une bonne nouvelle et comme quelque chose qui va révolutionner un peu leur façon de voir les choses. Bon, c'est des Américains beaucoup plus pragmatiques. Mais voyons sur la durée ce que ça donne. Mais ça peut faire accélérer quand même les choses dans le domaine de la voiture autonome, ça peut faire accélérer les choses dans la conquête de l'espace. S'il y a davantage de dérégulation... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y va pas pour rien, probablement, et qu'il y va pour ses intérêts, et que probablement, il n'oubliera pas de servir, et je le pense, et c'est naturel, à mon avis, ça sera naturel pour lui, ses propres intérêts. Mais voyons. Oui, le conflit d'intérêts, il est flagrant. Après, pour regarder du point de vue des Américains, je crois qu'il faut avoir en tête les ordres de grandeur. Le budget fédéral américain, c'est 6 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si on se rend bien compte, nous, en France, de ce que ça représente. Et on parle de 2000 milliards d'économies. On parle d'un tiers d'économie, donc c'est très, très important. Et oui, il y a ce côté, c'est un entrepreneur génial, il fait décoller, atterrir des fusées, il a créé Tesla. Il ne faut pas oublier non plus sa méthode de cost killing. Elle n'a pas porté ses fruits. C'est ça qu'on vient chercher. Ah oui, c'est ça qu'on vient. C'est le cost killer. Oui, mais ça n'a pas toujours bien fonctionné. Quand on regarde ce qui se passe chez Twitter, alors ok, il y a eu une valorisation de ses titres récemment. Il a acheté la boîte 44 milliards, ok, plateforme libertarienne pour véhiculer les idées du candidat qu'il a fait élire. Mais au final, on parle d'un tiers d'utilisateurs en moins sur Twitter en Angleterre. On parle de revenus qui vont passer de 4,5 milliards en 2021 à 2 milliards. On parle de la moitié des salariés virés limite par SMS. Ça laisse des traces. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'opération Twitter, à part effectivement cette arrivée politique, soit si successful que ça. Et on parle quand même de projets fédéraux qui ont un impact sur le quotidien de beaucoup d'électeurs qui n'ont pas, et certes, forcément voté Trump. Oui. Moi, le sujet qui me paraît essentiel, au-delà de ce qui va se passer aux États-Unis, qui est important, mais pour nous, pour les Européens, pour notre économie, compte tenu de la désinhibition complète de ce couple Trump-Musk, me paraît, en tous les cas, porter des risques assez sévères géopolitique. S'il y a effectivement, et notamment sur le sujet de l'Ukraine par exemple, ou de la relation avec la Russie, un désalignement entre le bloc européen et les États-Unis, est-ce qu'il n'y aura pas une tentation d'utiliser le robinet de l'énergie numérique qui alimente aujourd'hui de manière extrêmement massive toute l'économie européenne pour mettre en tension les Européens, pour mettre en tension notre économie? Et je pense que compte tenu de la brutalité dont sont capables ces gens, eh bien, nous serions bien inspirés de réfléchir comment est-ce que l'on peut très vite mettre en place les dispositions qui vont nous permettre de détendre ces dépendances technologiques que nous avons laissées s'installer.
Il y a une prise de conscience, je ne sais pas, chez les DSI par exemple, là, d'un moment encore plus sensible sur la dépendance technologique. Oui, mais c'est un sujet qui doit être traité de manière collective. Et quand on a pu écouter mardi soir l'audition d'Ena Virkkunen, qui est la vice-présidente exécutive désignée par von der Leyen pour les sujets notamment numériques, eh bien, ce n'est pas fait pour nous rassurer. C'était un bel exercice de langue de bois, ça c'est sûr, mais elle a répété à plusieurs reprises, les États-Unis sont notre partenaire technologique principal et le partenaire technologique principal de l'Union européenne. Elle l'a répété 2 fois. Donc il y a de la part d'une Finlandaise qui a rejoint l'OTAN pour bénéficier du parapluie sécuritaire américain, c'est pas complètement anormal. Et très concrètement, il y a déjà un impact. Trump n'est pas encore dans le bureau ovale, il y sera en janvier. Musk ne sera pas membre du gouvernement. Et depuis 2 jours, de quoi parle-t-on? D'ingérence politique dans la politique italienne, notamment avec un système d'information qui dépend du gouvernement, et de discussions avec l'Ukraine sur Starlink et la communauté de satellites. Donc on voit déjà en très peu de temps qu'il y a un impact absolument énorme sur les enjeux informatiques et numériques de l'Europe. Et ça peut modifier les rapports de force, même en France, parce qu'on a les éditeurs en ce moment là qui se bagarrent, qui portent plainte contre X, mais aussi Microsoft, sur ce manque de transparence finalement des grandes plateformes du numérique sur la manière dont ils tirent des revenus des contenus qui sont générés par ces éditeurs français et donc qui ne permettent pas des négociations normales. Est-ce que ce rapport de force peut justement être encore plus compliqué pour les Français? On l'a dit pour les systèmes d'information, cette dépendance technologique. On le voit pour les éditeurs, c'est le sujet de l'information. C'est vrai que tout ça ne rend pas très optimiste. Il va falloir se battre et justement aussi montrer les muscles, puisque évidemment l'Europe doit s'unir et doit faire face à tous ces enjeux qui sont des enjeux économiques, des enjeux diplomatiques. Et il est évident que face à tout cela, si en face on monte les muscles, il va falloir qu'on le fasse aussi à l'évidence. Mais... Alors il y a les milliards d'investissements, c'est ça, les muscles, c'est qu'il en faut au niveau européen. Il y a aussi le sujet open source qui revient, qui ne cesse de revenir en disant c'est une voie aussi pour l'Europe, pour gagner du temps, pour avoir une force de frappe suffisante. Il y a une pétition qui a été lancée par un Autrichien pour appeler l'Europe à davantage utiliser l'open source. Est-ce que ça vous semble une voie intéressante ? L'open source crée également d'autres types de dépendances. Il n'y a pas qu'une seule voie. La voie principale, et l'open source peut y participer, mais c'est que l'Europe soit capable de se créer des champions technologiques, pas uniquement dans les couches hautes, mais également dans les couches d'infrastructures, qui sont celles qui sont les plus capitalistiques, parce qu'à la fin, le numérique, et notamment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est du hardware, c'est de l'énergie, et de l'énergie décarbonée. Donc ne pas oublier ça, et se dire que c'est là-dessus que sont réalisés les principaux investissements par les big tech américaines. C'est là-dessus qu'il y a chaque année des centaines de milliards qui sont déversés pour construire ces infrastructures. Et ces infrastructures, eh bien, il faut qu'on les maîtrise. Et il faut qu'on ait que l'on crée une situation d'interdépendance avec les États-Unis, où on ait toujours des alternatives qui permettent de détendre ces tensions qui sont mises du fait de ces dépendances technologiques. C'est absolument essentiel. Allez, on termine avec un sujet peut-être plus léger quand même. Les lunettes de réalité augmentée, bientôt utilisées pour aider les livreurs, en particulier chez Amazon. Le nom de code du projet, c'est Amelia. Ça pourrait simplifier le travail des coursiers, en fait, sur les 100 derniers mètres du parcours de livraison. Est-ce que vous voyez ça comme un progrès, comme plus de surveillance numérique? Est-ce que vous pensez que le marché est mature ou que c'est encore les lunettes en réalité augmentée dont on a parlé il y a plusieurs années qui vont encore faire un flop? Un petit point de vue là-dessus rapidement. Oui. Non, je vois qu'effectivement, il y a eu beaucoup de tentatives pour essayer de conquérir le marché avec des lunettes connectées. Snapchat avait essayé de le faire, c'était un camouflet pour eux. On voit que ça commence à revenir. On a eu les Google Glass il y a encore plus longtemps. Apparemment, ça commence à revenir et les tendances de marché sont meilleures. Maintenant, dans l'application
au quotidien pour des travailleurs, c'est à voir sur l'exercice. Il est évident qu'il ne faut pas que ça devienne un outil qui permette de tracer les salariés, de trop les contrôler ou de mettre encore davantage de pression sur eux. Si c'est un outil pour leur simplifier effectivement le quotidien et les livraisons qu'ils doivent réaliser et qui sont probablement pas faciles sur les derniers mètres, pourquoi pas? Maintenant, il va falloir regarder ça de près. Oui, je pense que ça s'inscrit dans l'innovation. Vous pensez que le marché est mature? Aujourd'hui, pas encore. On est encore dans du test. Après, oui, je pense qu'on va y aller parce que finalement, on est sur des chauffeurs dont on est sur des interfaces tactiles jusque-là. Donc, tout ce qui va être audio et vision. Si on a un écran avec, il y a un micro dans les branches, on peut être guidé, naviguer. Donc, on va utiliser les sens différemment et les approches multimodales vont permettre de le faire. Après, il faut qu'il y ait une acceptabilité par le salarié parce que là, on parle pas du tout du grand public, hein, on parle de chauffeurs-livreurs qui livrent des dizaines, centaines de colis par jour. Donc il faut que ça leur soit utile dans leur quotidien. Livrer davantage, visiblement, avec ces lunettes. C'est le but, ouais. Mais encore faut-il que ce soit inscrit dans leur quotidien, que ce soit confortable, que ça se combine avec des lunettes de vue. Et donc là, on est, oui, dans une logique de baisse des coûts logistiques, d'abord et avant tout pour Amazon, et on est sur des sous-traitants au final. Donc il y a un enjeu effectivement important d'acceptabilité et d'enjeux de vie privée autour de ça. Et là encore, c'est un marché sur lequel on n'est pas du tout, nous. En Europe, on a Meta avec ses lunettes, on a donc Google qui évidemment connaît et maîtrise cette technologie. Là, c'est Amazon. C'est encore là pour nous un marché totalement absent, inexistant. Alors il y a aussi des difficultés techniques parce que ça semble simple de dire finalement on fait de la vision augmentée dans une paire de lunettes, mais il faut être capable de collecter les informations aussi devant le pas de porte de chaque client d'Amazon par exemple. Oui, c'est autant il y a un an, on avait travaillé sur le sujet pour voir effectivement ces sujets réalité virtuelle, réalité augmentée, quelle place on pouvait trouver dans l'économie. Autant on a beaucoup de doutes sur les usages récréatifs parce que ça nécessite en fait des déploiements d'infrastructures qui sont considérables et il y a derrière un besoin de puissance de calcul très importante qui fait que, en tous les cas, aujourd'hui, il y a une consommation d'énergie qui, au regard de l'intérêt récréatif, peut être questionnée. En revanche, il y a beaucoup d'applications professionnelles qui nous semblent tout à fait intéressantes. D'ailleurs, il y a des sociétés qui utilisent cette réalité augmentée dans des tâches très professionnelles. Par exemple, le groupe Airbus pour faire les montages dans les avions, pour faire des opérations de maintenance complexes, pour faire de la formation. Tous ces usages nous paraissent tout à fait pertinents lorsqu'ils sont bien ciblés et bien compris dans un environnement professionnel où ça apporte effectivement d'abord de la simplification, de la rapidité, donc de la productivité et de la sécurité. C'est souvent, ça démarre dans le domaine professionnel et puis ça devient le futur du smartphone. Enfin, on verra. Mais là encore, on a un ticket d'entrée quand même qui est déjà très élevé à chaque fois sur l'innovation. Je pense que là aujourd'hui, pour arriver à développer un produit fini et qui puisse être utilisé dans un environnement professionnel, la marche me paraît assez haute. Allez, je voulais terminer sur une note positive, je ne suis pas sûre en fait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Henri Dagrin, Louis Soris et Thomas Husson. Merci beaucoup à vous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech, on se dit à très bientôt. Bonne journée à tous.